Connaissance de la famille, visée par une plainte pour viol depuis cet été. Ce que l'on sait de l'homme mis en examen après la disparition de Liana, 11 ans, dans le Gers, France Info. Connaissance de la famille, visée par une plainte pour viol depuis cet été. Ce que l'on sait de l'homme mis en examen après la disparition de Liana, 11 ans, dans le Gers pendant sa garde à vue, l'individu de 41 ans a tenu des déclarations incohérentes et imprécises, selon la procureure de la République. La collégienne de 11 ans est portée disparue depuis le 29 mai à Fleurance. Publié le 02-06-2026 10h58, mis à jour le 03-06-2026 minuit 16 temps de lecture, 4 minutes. Des gendarmes se déploient pour retrouver Liana, portée disparue à Fleurance-Gers, le 31 mai 2026. Mathieu Rondel AFP. Il était en garde à vue depuis 3 jours. Un homme de 41 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans, tard dans la soirée du lundi 1er juin, après la disparition à Fleurance-Gers de la petite Liana, âgée de 11 ans. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver la collégienne, le profil du suspect se précise. Originaire du département, il connaissait la famille, qui avait déjà eu quelques doutes à son sujet. Il était également visé par une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans, déposée en août, et avait fait l'objet d'un signalement pour comportement inapproprié dans un lycée où il travaillait. Voici ce que l'on sait de cet homme. Il réside près de Fleurance, âgé de 41 ans, le suspect demeure dans le Gers, non loin de Fleurance, a précisé samedi la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer. C'est dans sa voiture que des témoins disent avoir aperçu Liana vendredi après-midi dans le bourg de Fleurance, petite ville située à 80 km à l'ouest de Toulouse. Une présence confirmée par l'exploitation de la vidéosurveillance. C'est une connaissance de la famille de la collégienne interrogée sur BFM TV. L'avocat de la famille de la collégienne portée disparue a déclaré que le suspect n'était pas un inconnu pour eux. S'il n'est pas un ami, il est au moins une connaissance, selon François Roujoux de Boubet. Selon le père de Liana, rencontré par un journaliste de l'AFP, sa fille et celle du suspect sont amies et scolarisées dans le même collège. Les deux familles se croisent depuis des années, notamment aux abords du collège. Quelques doutes autour de soirées pyjama. Selon l'avocat de la famille, les parents de Liana ont arrêté tout contact avec le suspect après avoir eu quelques doutes sur ses agissements. À l'origine de cette prise de distance, une soirée pyjama en début d'année scolaire chez la fille du suspect. Sur BFM TV, la mère affirme que la fillette leur a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle. Elle assure que Liana a précisé qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille. Le père de la collégienne a confirmé auprès de France Télévisions que son enfant avait bien passé une soirée pyjama chez le suspect il y a plusieurs mois. Il avance toutefois que les doutes sur les agissements de l'homme sont relatifs à d'autres soirées pyjama lors desquelles, selon lui, une autre enfant a remonté des comportements inappropriés. Il ajoute que ses soupçons ne concernent pas la soirée à laquelle Liana s'est rendue. Il faisait l'objet d'une plainte pour viol sur mineur. Si son casier judiciaire était vierge, le suspect était visé depuis le mois d'août par une plainte pour viol sur mineur, a fait savoir le procureur de Toulouse à l'AFP, confirmant une information de BFM TV. Une plainte a été déposée le 22 août pour viol sur mineur de moins de 15 ans à la brigade de gendarmerie de Plaisance du Touch. Ces faits ont donné lieu à un début d'enquête, mais comme les faits s'étaient déroulés à Montastruc-sur-Gers, mon parquet a demandé que cette procédure soit adressée au parquet d'Auch, parquet compétent. Le dessaisissement a été acté début novembre, a déclaré David Charmatz. La victime présumée est une amie de la fille du suspect, âgée de 10 ans à l'époque des faits dénoncés, selon la chaîne. La jeune fille assure avoir été violée à plusieurs reprises par l'homme de 41 ans, alors qu'elle se trouvait au domicile de celui-ci. Mon client est toujours présumé innocent, il n'a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n'a jamais été interrogé, a fait savoir l'une des avocates du suspect, Maître Vasquez, à BFM TV. Il a été licencié du lycée où il travaillait pour comportement inapproprié et le suspect avait travaillé dans plusieurs lycées du département, rapporte ici Occitanie, citant le maire de Fleurance, Grégory Bobato. Le suspect a assuré des remplacements au sein de lycées du Gers, comme agent polyvalent des entretiens et petite maintenance, entre septembre 2018 et février 2021, confirme la région aux médias d'information locale. Son dernier contrat avait néanmoins été rompu à la suite d'un signalement d'une élève. Il a été mis fin à son contrat après une procédure disciplinaire suite au signalement d'un comportement inapproprié envers une lycéenne, ajoute la même source. Il a tenu des déclarations incohérentes et imprécises. L'individu a déclaré aux enquêteurs avoir déposé la jeune fille à la piscine de la commune, vendredi. Dans son communiqué, lundi soir,
la procureure d'Auch a décrit un individu qui refuse de répondre à d'éventuelles questions. La veille, déjà, Clémence Meyer avait évoqué des déclarations incohérentes et imprécises. Sujet suivant. Victoire du PSG en Ligue des Champions. 3 personnes sont mortes à Paris en marge des célébrations, dont 2 dans la Seine, France Info. Victoire du PSG en Ligue des Champions. 3 personnes sont mortes à Paris en marge des célébrations, dont 2 dans la Seine. 2 accidents, dont un mortel, ont eu lieu samedi sur le boulevard périphérique parisien, à hauteur de la porte Maillot, a annoncé le parquet. Par ailleurs, les corps de 2 hommes ont été repêchés dans la Seine. Publié le 02-06-2026 22h30 à jour le 02-06-2026 22h40 temps de lecture, 1 minute. Un supporter du PSG envoie un feu d'artifice sur l'avenue Foch, à Paris, après la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions, le 30 mai 2026. Kenzo Tribouillard AFP. Une soirée entre célébration et drame. 3 personnes sont mortes à Paris, samedi 30 mai, au soir de la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions. 2 accidents, dont un mortel, ont eu lieu sur le boulevard périphérique parisien, à hauteur de la porte Maillot. 2 véhicules, un scooter avec 2 personnes à son bord, ainsi qu'une motocross et son pilote sont venus s'encastrer à 1 heure d'intervalle dans une glissière en béton placée sous un pont par la municipalité pour fermer l'accès à une bretelle de sortie. La mort du conducteur de la moto, un homme né en 2002, a été constatée à 2h20 du matin, selon le parquet de Paris, qui a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête en recherche des causes de la mort. Les 2 passagers du scooter, eux, ont eu davantage de chance et s'en sont sortis avec de multiples fractures. Par ailleurs, 2 personnes sont mortes après des chutes dans la Seine, a indiqué mardi soir le parquet de la capitale dans un nouveau bilan. Samedi, vers 21h, dans le 5e arrondissement, la police a été informée de la chute dans la Seine d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Les témoins ont indiqué que l'individu a sauté dans la Seine volontairement, avant de couler. Un équipage de la brigade fluviale des sapeurs-pompiers a repêché la victime. Malgré les soins prodigués par le SAMU Hôtel-Dieu, la victime avait été conduite en urgence absolue dans un hôpital, avec un pronostic vital très engagé. Ce mardi, le parquet de Paris a été avisé du décès de la victime, née au Rwanda en 1997. Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée au commissariat des 5e et 6e arrondissements. Dimanche, dans la matinée, un homme a par ailleurs été retrouvé dans la Seine au niveau du pont Louis-Philippe. Selon un appel au 17, il serait tombé à l'eau près du pont au Change. Malgré l'intervention du SAMU, il n'a pu être ranimé. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte, mentionne le ministère public. Sujet suivant. Casse du Louvre, les 4 suspects seront entendus cette semaine par un juge d'instruction, France Info. Publié le 02-06-2026 20h54 mis à jour le 02-06-2026 22h57 temps de lecture, 3 minutes, vidéo, 3 minutes. Les versions diffèrent entre les différents mis en examen. Donc, à minima, il va falloir s'accorder et comprendre ce qu'il en est, note maître Sarah Gmouget-Poliak, avocate d'un suspect. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. C'est dans un parking d'Aubervilliers Seine-Saint-Denis, 37 minutes après le casse, que les joyaux de la couronne ont été vus pour la dernière fois. 7 mois plus tard, les enquêteurs ont acquis des certitudes sur l'organisation des 4 suspects du commando et sur la recherche des bijoux. Révélation sur une enquête qui pourrait s'accélérer. Ce sont les écoutes téléphoniques qui vont fournir aux enquêteurs de précieuses indications. 3 suspects ont été identifiés grâce à leur ADN et incarcérés 6 jours après le cambriolage. Il s'agit de Slimane K, Guélamala, Abdoulaye N, âgés de 27 à 39 ans, tous originaires de Seine-Saint-Denis. Mais un 4e suspect est dans le viseur des enquêteurs, Rachid H. Lui est laissé libre et mis sous surveillance. Il est le propriétaire du parking d'Aubervilliers et d'une voiture blanche dans laquelle il aurait chargé les bijoux avant de disparaître. Pour les enquêteurs, Rachid H fait figure de meneur. Dans une conversation avec sa compagne, il emploie le mot « truc », un mot qui pourrait désigner les bijoux. Pour le moment, il ne faut pas me parler d'argent, je n'ai pas une thune. Il m'a dit, les trucs, ils sont où? Je lui dis, t'inquiète pas pour les trucs, écrit-il. Puis un 5e homme apparaît, un certain Achour, jamais identifié. Il craint avoir été vu en sa compagnie. Pour les enquêteurs, c'est un possible complice. Achour, j'étais avec lui 2 jours avant.
Il s'est taillé au bled, écrit Rachid H. Ce mystérieux Achour a-t-il emporté les bijoux au Maghreb? Ou sont-ils toujours cachés du côté d'Aubervilliers? Ce sont aujourd'hui les deux hypothèses privilégiées par les enquêteurs. Ils en sont convaincus, le commando a agi seul. C'est ce qu'a accepté de révéler le patron de l'enquête à France Télévisions. La procédure ne montre pas qu'il y a un commanditaire. Leur opération est bien montée, on a vu au cours des perquisitions qu'ils utilisaient des méthodes. Par exemple, des routeurs téléphoniques. Ils n'ont pas de puce dans leur téléphone, ils utilisaient des routeurs. Il y avait des détecteurs de balises. C'est quand même la marque de dispositif utilisée par le grand banditisme, indique Pascal Carreau, commissaire général de la brigade de répression du banditisme. Cette semaine, les juges d'instruction vont entendre chacun des membres du commando et exploiter leurs divergences pour tenter de percer le mystère. Déjà, dès le début de l'enquête, les écoutes révélaient un groupe pas vraiment soudé. Voilà comment Rachid H désignait l'un d'eux dans une conversation avec sa compagne, il s'est blessé, il a laissé son ADN sur la vitre et l'autre, ce gogolito de première, lui c'est une erreur, il a dit on m'a envoyé, mais moi je le connais pas. L'avocate de l'un d'eux pointe également des contradictions entre les suspects. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les versions diffèrent entre les différents mis en examen. Donc, à minima, il va falloir s'accorder et comprendre ce qu'il en est, note maître Sarag Mougé-Poliak, avocate des insuspects. Le butin pourrait s'avérer très encombrant, car presque impossible à vendre, affirme le commissaire, la marchandise, je pense qu'elle est très difficile à receler. Il faut trouver un acheteur qui soit prêt à mettre une somme considérable pour récupérer des objets qu'il va laisser dans un coffre sans en parler jamais à personne. Vous avez des pierres de taille ancienne qui sont très difficiles à retailler, et avec une qualité qui n'est plus admissible aujourd'hui en haute joaillerie. Les 4 suspects finiront-ils par livrer leurs secrets et indiquer où se trouvent les bijoux, dans l'espoir que la justice puisse se montrer clémente? Sujet suivant. Au Royaume-Uni, l'indignation monte autour de l'arrestation d'Henry Nowak, un étudiant poignardé à mort, France Info. Au Royaume-Uni, l'indignation monte autour de l'arrestation d'Henry Nowak, un étudiant poignardé à mort. Le premier ministre travailliste Keir Starmer a qualifié les images de l'arrestation du jeune homme des atroces, disant avoir eu la nausée en les regardant. Publié le 02/06/2026 23h09 mis à jour le 03/06/2026 minuit citant de lecture. 1 minute. Une manifestation face au commissariat de police de Southampton, au Royaume-Uni, le 2 juin 2026. Justin Talley AFP. Je n'arrive pas à respirer. La police britannique est la cible de vives critiques, mardi 2 juin, en particulier de l'extrême droite, après la diffusion d'une vidéo montrant des agents menottés en décembre un étudiant agonisant, accusé à tort d'injures racistes par son meurtrier. Vikram Digwa, un jeune homme sikh de 23 ans, a été condamné lundi à la prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 21 ans pour le meurtre d'Henry Nowak, 18 ans. L'étudiant a été poignardé à 5 reprises alors qu'il rentrait d'une soirée à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, le 3 décembre 2025. Mardi soir, plus d'1 millier de personnes, parmi lesquelles le militant d'extrême droite Tommy Robinson, se sont rassemblés devant le commissariat de Southampton, criant « Justice pour Henry » et dénonçant une police à 2 vitesses. Des manifestants ont lancé des bouteilles et des poubelles sur la police, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ils ont défilé en direction du lieu du crime, avant de s'en prendre à des policiers qui bloquaient une route. Des heurts qualifiés de violence honteuse par la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood. Rien ne peut justifier qu'on détourne cette tragédie pour attiser la violence et les troubles à l'ordre public, a-t-elle écrit sur X dans la soirée. Une vidéo, diffusée par la police lundi soir après la condamnation de Vikram Digwa et montrant l'intervention des forces de l'ordre lors des faits, a suscité une vive émotion. On y voit l'étudiant allongé au sol à l'arrivée des agents, dire à plusieurs reprises d'une voix faible « Je n'arrive pas à respirer » et « J'ai été poignardé ». Le meurtrier a menti aux policiers en déclarant avoir été victime d'une agression raciste et avoir agi en état de légitime défense après des insultes et des coups. La vidéo montre la police échanger avec Vikram Digwa avant de menotter Henry Nowak et lui signifier qu'il est en état d'arrestation, alors qu'il ne réagit plus. Le premier ministre travailliste Keir Starmer a qualifié les images des atroces, disant avoir eu la nausée en les regardant. La police va devoir répondre à des questions graves, a-t-il estimé. L'intervention policière fait l'objet d'une enquête de la police des polices EOPC, dont le rapport doit être publié sous 3 mois. Sujet suivant.
Roland-Garros 2026, Jakub Mansik remporte le choc de la nouvelle génération face à Joao Fonseca et rejoint Alexander Zverev en demi, France Info. Roland-Garros 2026, Jakub Mansik remporte le choc de la nouvelle génération face à Joao Fonseca et rejoint Alexander Zverev en demi. Le Tchèque a dominé le Brésilien en 3 sets accrochés, mardi soir, sur le court Philippe Chatrier. Publié le 02-06-2026 23h17 mis à jour le 03-06-2026 minuit 10 temps de lecture, 2 minutes. Le Tchèque Jakub Mansik en quart de finale de Roland-Garros, le 2 juin 2026, à Paris. Anne-Christine Poujoula AFP. Il n'aura pas tremblé. Face à la tornade Joao Fonseca, tombeur de Novak Djokovic et Casper Ruud au tour précédent, Jakub Mansik, 20 ans, a fait preuve de beaucoup de maîtrise et de calme pour se qualifier pour sa première demi-finale en Grand Chelem, mardi 2 juin. Sur un court Philippe Chatrier acquis à la cause du Brésilien de 19 ans, le Tchèque a pu compter sur un service solide et des amortis soigneusement distillés pour s'imposer en 3-7 6-4, 6-3, 7-6 7-3. Le 27e mondial jouera sa place en finale face à l'Allemand Alexander Zverev, qui a facilement battu un autre espoir du tennis, l'Espagnol Rafael Jodar 19 ans, en 3-7 également 7-6 7-3, 6-1, 6-3, plus tôt dans la journée. Parfaitement rentré dans son match, Jakub Mansik a livré 2 premiers sets de haut rang. Rapide dans ses replacements et intraitable sur son service, le Tchèque a complètement muselé son adversaire, qui ne s'est procuré aucune balle de break lors des 2 premières manches. Loin de s'avouer vaincu, Joao Fonseca s'est rebellé au début de la 3e manche. Prenant le service de son adversaire dès le premier jeu, le Brésilien a servi pour le gain du 7-5-4. Mais face à lui, Jakub Mansik a fait preuve de patience et de sérénité pour débreaker le natif de Rio au meilleur des moments. Revenu à 5-5 puis confirmant sur son service, le vainqueur du Master 1000 de Miami, en 2025, s'est ensuite procuré 6 balles de match sur le service du Brésilien. En vain. Poussé au tie-break, Jakub Mansik s'est appuyé sur ce qu'il a su faire de mieux tout au long du match, un service imparable et une présence XXL au filet 75 de points gagnés. Je suis content d'être revenu au tie-break. Nous avons été nerveux au début du match, mais à la fin, il y a eu des échanges extraordinaires. J'ai essayé d'ouvrir le court et d'être agressif, a analysé le flegmatique tchèque à la fin du match. Premier joueur né en 2005 à atteindre les demi-finales d'un Grand Chelem, Jakub Mansik affrontera Alexander Zverev pour une place en finale, vendredi. Sur la terre battue de Madrid, fin avril, la confrontation avait tourné à l'avantage de l'Allemand, vainqueur en 3 sets disputés 6-4, 6-7 4-7, 6-3.